Eh oui, elles sont à plusieurs niveaux de la chaîne de production, de conception et de réalisation dans l'industrie musicale. Les femmes aujourd'hui, avec Inabo Delors, on essaiera de jauger leur impact et leur poids véritable dans cette sphère. Bonjour Delors Inabo, bienvenue. Bonjour Alex, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on démarre. Non, je vais être galant. D'accord, il n'y a pas de problème. Et on parle des femmes aujourd'hui, et c'est pas plus mal, de l'industrie musicale. Déjà, on peut faire un état des lieux sur ce qui se passe ici peut-être, et puis après globaliser. Bon, pour parler d'état des lieux, surtout en ce qui concerne ce qui se fait ici, on va juste noter que, disons, si on fait une vision d'ensemble de ceux qui arrivent à éclore, c'est-à-dire à quitter l'anonymat quand ils arrivent dans l'industrie musicale, on peut dire que sur ce point-là, les femmes ne sont pas lésées. Les chances sont pareilles avec les hommes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur précis qui nous montre que quand on est homme, on a plus de chances de se faire connaître que quand on est femme, surtout en Côte d'Ivoire. D'autant plus qu'aujourd'hui, les femmes ont tendance à mettre au devant de la scène certains atouts dont elles sont les seules détentrices. Voilà, nous parlons essentiellement de ce qu'elles ont d'atouts physiques. Et vous observerez qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément, malheureusement, l'accent n'est pas mis dans la communication de la femme sur les atouts artistiques, mais quel que soit le registre dans lequel la femme joue, quand elle arrive sur la scène, c'est essentiellement des atouts physiques qu'elle met en avant. Donc ce tableau-là, c'est le constat, voilà, qui se pose, et c'est ce qu'on pourrait, j'ai envie de dire, établir tout de suite comme vision d'approche. Merci pour cette vision d'approche et ce tableau que vous nous présentez là. On parle de femmes dans l'industrie musicale, que ce soit chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique ou même partout dans le monde. Pourquoi bien mettre l'accent sur la femme et l'industrie musicale? Pourquoi s'attarder là-dessus? Bon, on s'attarde dessus parce que c'est important. Déjà, quand nous allons voir l'évolution de la place de la femme dans l'industrie musicale, nous comprendrons. Alors, au tout début, lorsque l'industrie a commencé à prendre forme, la femme dans le domaine des arts avait essentiellement pour rôle d'être une muse. Okay? Les grands créateurs disaient s'inspirer en règle générale de femmes. Donc, elles étaient cataloguées dans le registre de muses. Alors, j'insiste sur ce point pour montrer comment déjà, dès le départ, la femme est perçue comme un objet. Ça peut paraître difficile ou choquant de le présenter comme ça, mais c'était le cas. Un objet qui inspire. Ça reste tout de même un objet. Après, les femmes, progressivement, tant bien que mal, ont tenté de faire une percée dans le milieu. On a commencé à voir les premières expressions au travers des postes de choristes. Vous voyez, elles sont choristes. Après, on observe aujourd'hui que quand on voit une femme artiste dans son background, elle dit j'ai été choriste de temps, choriste de telle personne, choriste de telle personne. C'est le cheminement qu'elles ont suivi. Après, les plus courageuses se sont affirmées soit dans des carrières solo, soit dans des carrières en groupe. Donc voilà comment le cheminement des femmes, pour celles qui sont artistes musiciennes, s'est opéré. Il y a d'autres postes aussi, hein. Il y a les postes de producteurs, il y a les postes de programmateurs, de festivals, etc., tout ça. Mais le point commun à toutes les femmes dans l'industrie musicale, c'est qu'elles sont victimes, et jusqu'à aujourd'hui, de sexisme. Le sexisme, c'est cette attitude qu'on a de penser ou d'attribuer les seconds plans à la femme juste à cause de leur sexe. Vous voyez, le poste de programmateur, par exemple, de festival, on peut compter du bout des doigts aujourd'hui dans le monde les femmes qui occupent ce poste-là. Parce que c'est un poste à décision. Et les gens ont du mal à admettre qu'une femme puisse occuper un poste de si haute responsabilité. Vous verrez partout, même les postes de producteurs, etc. et autres, c'est des postes qui sont difficilement accessibles aux femmes. Vous voyez une femme dans une organisation, tout de suite on pense, ah, ça doit être l'assistante du DG ou bien, etc. On pense toujours poste secondaire. C'est ça, j'ai envie de dire, le drame sexiste que vivent les femmes, en fait. Alors, à partir de ce que vous venez de nous dire, hein, c'est clair qu'il y a des clivages de pensée qui cantonnent les femmes dans un endroit dévolu à un second plan. En même temps, soit, mais vous avez aussi relevé quelque chose de très important. Comment même les concernées se présentent aussi? Ah, ça, c'est une très belle question. Comment les concernées elles-mêmes se présentent? Vous voyez, j'ai fait dans mon introduction j'ai un peu ouvert une lucarne là-dessus. Oui. Aujourd'hui, bon,
On dira, j'entends certains arguments, disons, la plupart du temps féministes, dire que on ne doit pas reprocher aux femmes le fait de montrer leurs atouts physiques parce que leur corps, voilà, leur corps leur appartient. On veut bien reconnaître à la femme d'être propriétaire de son corps et d'en faire ce qu'elle veut. Mais la difficulté, c'est que quand nous sommes dans un domaine où le machisme n'a jamais été aussi fort, où les femmes sont victimes de sexistes, c'est-à-dire on vous prend pour ce que vous êtes justement parce que vous êtes des femmes, et que dans ce même moment, tout ce que vous avez à proposer, ou du moins le meilleur canal que vous avez de vous faire voir ou entendre, c'est de montrer justement ces arguments charnels et qui relèvent de vos atouts corporels. Il y a une artiste là qui chante « Si tu as goûté, si tu as goûté, tu vas rester », un truc comme ça. Une de nos jeunes sœurs, voilà, Paradis sur Terre. Cette jeune fille a 22 ans. Elle a une superbe voix, elle a un talent artistique, j'ai envie de dire indiscutable. Mais quand à 22 ans, le message qu'on a à passer pour son premier titre, c'est de présenter son corps comme un bien de consommation, ça pose problème. Vous comprenez? Ça pose effectivement problème. Alors, les femmes n'ont-elles rien à dire qu'à pas vanter leur capacité, soit sexuelle, soit corporelle? Donc, à la question de savoir comment est-ce que les femmes elles-mêmes se présentent, on a les réponses toutes trouvées. Au-delà de ça, quel que soit le registre de musique qu'elles font, vous observerez qu'elles ont toutes les mêmes apparences physiques. Soit on est dans l'extravagance, soit on est dans le dénuement. Mais ce n'est pas le seul créneau pour se faire connaître. On a bien des exemples de femmes qui ont fait de grandes carrières internationales en restant, j'ai envie de dire, politiquement correct. On a Aïcha Côté, Chantal Taïba. Tout à fait. Même Feu, celle qui chantait sans chaussures, Césaria Evora. Toutes ces grandes dames ont marqué la culture internationale dans l'industrie musicale sans nécessairement avoir à présenter autre chose que ce qu'elles avaient comme talent principal. Maintenant, on va essayer d'équilibrer la balance et de se demander pourquoi forcément elles se présentent ainsi. Est-ce que ce n'est pas ce qui plaît? Ce qui est vendable. Après, ce qui est vendable, enfin, ce qui plaît en règle générale est fonction de ce à quoi on est abreuvé continuellement. Quand vous voyez des clips vidéo aux États-Unis dans les années 90, fin des années 90, surtout dans le milieu du hip-hop, où pour donner l'impression qu'on a un beau clip, on doit montrer des fesses de femmes nues. Mais à qui appartiennent ces fesses nues qu'on montre dans des clips? À des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, elles contribuent volontairement à fixer cette image-là comme point d'attrait, comme appât, justement. Personne ne les a obligées, mais elles sont venues à ça volontairement. Certains même ont trouvé dans cette manière de faire un créneau pour exercer un métier, danser nu dans les clips. Mais c'est bien des femmes qui dansent là. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que les femmes prennent conscience qu'elles ne sont pas des objets de décor, justement, dans l'industrie musicale. Elles ne sont pas là pour parfaire le tableau, pour embellir le tableau, parce qu'il y a énormément d'autres choses qu'elles sont capables de montrer sans nécessairement montrer leur nudité. C'est ça, parce que faire ça contribue justement à renforcer l'idée de chosification de la femme. OK. Alors, si on revient chez nous en Côte d'Ivoire, et sans pour autant être conservateur, hein, on repart des années bien en arrière, on a ces artistes qui sortent de l'ORTI, d'autres des différentes chorales. En 90, des artistes féminines dans le Zouglou, qui chantent bien quand même, qui ont pu s'exprimer. En 2000, on a une autre dynamique. Vous pensez qu'il y a une dégradation? Mais bien sûr, il y a une dégradation. Parce que vous parlez de Zouglou avec les filles. Les filles arrivent en Zouglou, les copines, elles portent des vestes. Oui. Les copines portent une veste en haut, une culotte jean ou un jean en bas. Les copines, les zouglounettes. Voilà, les zouglounettes, toutes celles-là, elles ont le même style vestimentaire. Voilà, c'est tout vous dit. Quand vous prenez les Aïcha Koné, comment elle s'appelle, Reine Pélagie, etc., à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais personne n'a pensé à se divertir pour attirer qui que ce soit. Elle faisait les... on a eu aussi du Tchalamouana, hein. Oui, après, ça venait d'où? Et puis, c'était plus culturel chez eux. Parce que la danse en question va avec le style. Et même, en venant ici, elle faisait des efforts parce qu'elle avait des espèces de maxi, même si la fente laissait à désirer. Mais le truc, c'est que pour parler de dégradation, on tend vers la nudité avec l'entrée en scène du coupé-décalé. C'est à partir de ce moment-là. Quand les Tata Kenny arrivent, avec la seximulance et des danses déjà suggestives,
ou même dans la manière de danser, on fait une approche charnelle, corporelle dans la gesticulation, etc. Tout ça. C'est là qu'on commence à assister, à laisser paraître à la télé les chaînes aux reins, porter des jeans qui sont bien bas, où on voit même les dessous au-delà du jean, etc. Mais oui, dans une de ces chansons à chanter avant, pour voir les dessous de nos moments, il fallait enlever le dessus. Mais maintenant, tu vois les dessous avant, même le dessus. Bon, tout ça, vous savez, les artistes, ils disent des choses auxquelles on ne prête pas attention bien souvent, mais ils savent mieux que nous décrypter ce qui se passe. Donc, dans cette nouvelle vague de jeunes artistes-là, on assiste au dénuement, ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est tout plein d'éléments à mettre ensemble pour pouvoir avoir une analyse pertinente. Hein. On a parlé, par exemple, de la tenue sur scène, mais il y a la tenue aussi de scène. La tenue de scène, maintenant, la tenue sur scène. Quand on voit toutes ces gesticulations qui, ma foi, laissent à désirer quant à un art bien précis, finalement, on se demande ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on propose? Oui. Parce que le problème même va au-delà de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez, tout dernièrement, Spotify a publié en 2019 la liste de ceux qui font les plus grands charts, ceux qui sont les plus écoutés. Vous avez des Aya Nakamura et plein d'artistes américains, autres, Beyoncé et autres. Mais tous ceux-là, voilà des artistes qui ont de très belles voix, mais leurs vidéos ont ceci en commun qu'elles sont nues. Pratiquement. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre, finalement, on s'y perd tous. Est-ce qu'on écoute Aya Nakamura à cause de sa manière de se vêtir? Est-ce qu'on écoute Beyoncé à cause du caractère très sexy de ses clips? On ne sait plus. Ce sont des artistes qui ont de très grands talents, de très belles voix, mais finalement, on ne sait plus ce avec quoi elles veulent nous appâter. Vous comprenez? Il y a eu une scène sur une vidéo qui a fait le tour du monde avec Justin Timberlake et la sœur de Michael Jackson, où pendant la chorégraphie, Janet, où pendant la chorégraphie, on a eu l'impression que accidentellement, le monsieur a retiré la capuche. On a même vu sein. un sein. Oui. Voilà, au Super Bowl. Mais à bien visionner la vidéo, mon avis est que c'est une scène qui a été travaillée, ce n'est pas un accident de scène. Ce n'est pas du tout une mise en scène. Alors, quand on est Janet Jackson et qu'on éprouve le besoin de montrer un sein sur une scène pour faire le buzz, en ce moment-là, la question se pose, qu'est-ce qu'on veut bien montrer aux gens? Est-ce qu'on ne se laisse pas emporter par tout ce qui est, je reviens sur le mot, par tout ce qui est vendable? Parce que quand on regarde, que ce soit chez nous même à l'extérieur, et on n'a même plus ces artistes à voix. En Côte d'Ivoire, mais il n'y en a presque plus. C'est vrai qu'il y en a qui se démarquent comme José ou bien Sly de Sly et quelques-unes, mais il n'y en a vraiment plus. On se laisse emporter par ce qui est vendable, par ce qui est commercial. Bon, mais après, faut bien s'en remettre à l'évidence. Quand la personne ne chante pas bien, prenons le cas de celle qui ne chante vraiment pas bien, on ne va pas citer de nom. Voilà. Mais le truc est que on peut bien apprécier tes formes, tes rondeurs, tout ça dans ta vidéo. Mais après, est-ce que ça suffit pour nous inciter à l'achat, par exemple, de ta musique? Tu devrais pouvoir vivre de la musique que tu fais. Mais quand tu viens te mettre nu devant nous, on est bien content. Mais après, quand on parle de vendable, ça suppose achat, consommation. Nous, on consomme quoi? Après, pour parler de solutions, c'est vraiment compliqué à dire. Parce que, comme je dis, on finit par aimer ce de quoi on nous abreuve. S'il faut opérer une communication pour un changement de comportement, en ce moment-là, c'est dans ce qu'elles nous présentent qu'elles vont nous habituer à aimer autre chose. Voilà, écoutez, quand on va dans les soirées, même nous, les gens de notre génération, quand on met une phase rétro, mais on est tous en extase. On est content des rétros parce que ça nous replonge dans une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, certes, mais qui ramène des souvenirs assez agréables. Les Antoinette Conan, comme il a dit, les Reines Pélagie et autres, les Aïcha Koné dans un certain passé, comme elle s'appelle, Monique Seka, voilà, tous ces grands noms-là. Mais c'est des noms dont la musique, je ne parle même pas des atouts physiques, mais dont la musique à elle seule contient tout un pan de nos vies. Maintenant, après, quand on tombe dans une concurrence basée sur les atouts physiques, mais on ne retiendra pas longtemps les noms des gens. Parce que quand demain, on verra des seins plus beaux que ceux qu'on a vus hier, on oubliera ceux qu'on voyait hier. C'est tout simple. Delors Idabo, vas-y, je suis très... Non, mais poursuivez, parce que bon, oui. Ça sort comme ça sort. Voilà, parce que c'est vrai, ce que vous dites, c'est intéressant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir des Aïcha Koné, des Reines Pélagie, des Chantal Taïba? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, peut-être qu'il faut remonter aussi à la manière dont ces grands noms-là ont été conçus. On voit qu'elles sont pratiquement toutes passées par l'orchestre de la RTI.
Je ne dis pas de refaire de la RTI un pôle d'incubation. Pourquoi pas? Voilà, quoique ce ne serait pas mauvais. C'est d'utilité publique. Voilà, mais peut-être qu'il faut repenser la manière d'entretenir les talents dénichés ici et là, les former, leur donner une certaine carrure, j'ai envie de dire, très professionnalisée. Tout part de là déjà. Parce que quand une jeune fille quitte dans l'anonymat et qu'elle arrive avec un single, automatiquement, la première chose à laquelle elle pense, c'est de se montrer. Ce n'est même pas de se faire entendre, mais c'est de se montrer. Parce que justement, les habitudes de consommation ont changé. On se dit qu'il faut être à guichet pour pouvoir capter la nouvelle venue, alors que ce n'est pas nécessairement, voilà, vérifié. En tout cas, le postulat parle de lui-même. Il y a une vraie remise en question à opérer et pour pouvoir pérenniser même son art, parce que bon, ce qui est le plus important, c'est d'être dans la durée et non pas dans l'euphorie du moment. Merci Delors Inabo pour ces petites suggestions à nos chères belles dames, parce que c'est bien aussi de rester belle, mais il faut en avoir aussi dans la tête quelque chose à proposer de bien.